Voilà. Donc, je suis Alexis Maréchal, directeur de mission au sein d'Orphéor depuis 12 ans. J'accompagne au quotidien des collectivités locales de toute taille. Merci à tous mes clients d'être présents ce matin. Je suis heureux de vous retrouver, heureux de retrouver toutes les autres collectivités qui nous rejoignent. J'ai également des fonctions d'élu local. Donc, je dirais que j'essaierai de vous partager mes deux approches techniques et plus politiques dans cette préparation du budget. M'accompagne également ce matin Baptiste Dupuis, notre ingénieur en finance de marché. C'est l'homme qui scrute les évolutions de taux, les évolutions de devises, qui a ces trois écrans devant lui au quotidien et qui nous éclairera sur la réalité du contexte économique. Alors Orphéor, beaucoup d'entre vous nous connaissent, certains peut-être nous découvrent. Nous existons depuis presque 30 ans. Nous accompagnons, nous conseillons tous les acteurs publics locaux sur une spécialité, la gestion de la dette, de la trésorerie et plus généralement sur le financement des projets. Une approche avec une solution à deux jambes, une plateforme innovante et un conseil personnalisé. Une plateforme pour suivre vos emprunts dans les aspects les plus comptables et les plus réglementaires, mais également pour disposer de toutes les informations de marché nécessaires à une bonne gestion de la dette. Au-delà de ces informations financières, permet aussi de disposer d'outils de reporting pour avoir une bonne vision de sa dette, également des tableaux de calcul, de simulation pour identifier des économies financières potentielles de manœuvre. En complément de cette approche plateforme, donc un accompagnement au quotidien par une équipe dédiée pour vous aider à définir votre stratégie pour atteindre vos objectifs du mandat et par là optimiser votre dette existante par de nouvelles marges de manœuvre, mais aussi votre dette future pour assurer le financement de vos investissements et saisir toutes les opportunités d'arbitrage, tant sur l'encours déjà signé que sur l'encours à venir. Comme vous, notre préoccupation première, c'est d'accompagner vos élus, d'accompagner la réussite d'un mandat pour transformer une PPI en réalisation, et ce, dans les meilleures conditions et dans l'exigence de solvabilité, indicateur sur lequel je reviendrai dans la suite de mon propos. Si vous souhaitez plus d'informations, je suis volontairement succinct. Vous pouvez nous retrouver toutes les précisions sur notre site internet www.orpheor.com où vous aurez toutes les précisions et nous sommes bien évidemment à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous souhaitez. Ce matin, donc, c'est préparer son budget 2021, donc avec nos recommandations, ce webinaire qui s'accompagne ou qui sera complété, enrichi par une note que l'on prépare chaque année, que l'on envoie à tous nos clients, que nous vous enverrons à l'issue de cette présentation, une note de perspective et qui indique des hypothèses pour reconstruire son budget. Donc en première partie, eh bien, Baptiste va nous faire un panorama de la situation des marchés financiers, où en sommes-nous et où allons-nous pour 2021. Puis je reprendrai la parole pour vous décrire les hypothèses que nous proposons pour le budget 2021 et nous finirons par un petit aperçu rapide sur les conditions de financement du secteur public local que l'on peut voir aujourd'hui sur la base de notre observatoire que nous tenons chaque jour en fonction des consultations lancées par l'ensemble de nos clients. Voilà, n'hésitez pas à intervenir par le chat, par les questions que vous pouvez poser et nous essaierons d'y répondre dans la mesure du possible en fin de présentation. Baptiste, c'est à toi. Merci Alexis. Bonjour à toutes et à tous. Bon, après la présentation complète d'Alexis, je vais pouvoir directement entamer. Et mon rôle aujourd'hui, ça va être de vous apporter des éléments de compréhension importants pour le marché des taux, notamment qu'est-ce qui va influencer les taux et pour pouvoir ensuite se faire une idée de à quoi s'attendre pour 2021. Alors, avant de penser au futur, on va déjà se pencher un peu sur le passé. Et donc, on va revenir en arrière pour comprendre comment on est arrivé dans la situation telle qu'on la connaît, c'est-à-dire des taux extrêmement bas. Alors, pour ça, je vais rapidement faire un ou deux petits rappels théoriques. Donc, l'activité économique, en fait, suit un cycle qui dure en général entre 5 et 10 ans et qui pourrait se décomposer en 4 phases principales. Donc, on partirait d'une phase d'expansion avant d'arriver en surchauffe, puis en récession
avant de reprendre avec une reprise et de nouveau le cycle avec l'expansion et ainsi de suite. Et ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, les banques centrales ont un rôle très important au sein de ces cycles. Donc, on va voir comment. Donc, l'objectif principal d'une banque centrale, ça va être en général la stabilité des prix, c'est-à-dire le contrôle de l'inflation. Et pour ça, elle va disposer d'un instrument majeur, c'est le taux directeur, le contrôle du taux directeur. Et donc là, ensuite, elle va avoir deux politiques monétaires différentes à partir de là. Donc vous venez de voir apparaître deux volatiles, c'est normal, c'est pas une erreur. C'est juste que c'est en fait une image très souvent utilisée pour ces deux orientations justement possibles que la politique monétaire peut prendre, où on aura d'un côté le faucon, donc le prédateur, qui va plutôt chercher à lutter contre l'inflation par la force et donc par une hausse des taux. Et de l'autre côté, on a la colombe, le symbole de la paix, et qui va chercher plutôt à relancer la croissance et l'emploi avec une politique accommodante. Et donc, en fait, selon la phase du cycle économique dans lequel on va être, il y aura une alternance de ces deux politiques, avec la politique associée au faucon qui interviendra en phase de surchauffe pour contenir l'inflation, parce que hausse des taux directeurs, ça va signifier une hausse du coût des emprunts et donc une diminution de la consommation, de la production et des investissements et donc par conséquent une baisse de l'inflation. Et en revanche, la baisse des taux directeurs, l'effet inverse, permettra de relancer l'inflation par une relance de la consommation, de la production et des investissements. Alors maintenant, on va illustrer cette théorie par quelques faits. Donc là, le graphe que vous voyez, c'est le taux directeur principal de la BCE sur environ 20 ans. Et donc on voit bien sur la première partie, sur les 10 premières années de 2000 à 2008-2009, le côté cyclique dont on parlait pour les cycles, avec des phases de hausse qui correspondront aux faucons et des phases de baisse pour les colombes. Mais voilà, sauf qu'il y a eu deux grosses crises qui sont passées par là en Europe, crise des subprimes, puis la crise de la dette souveraine. Et donc la politique monétaire a dû rester accommodante et ne jamais remonter les taux, donc avec des baisses de taux régulières tout au cours de la dernière décennie. Et alors en plus de ça, c'était pas suffisant, donc il fallait faire d'autres choses. Alors voilà, je vous présente en haut à gauche Monsieur Mario Draghi, qui est l'ancien président de la BCE, et là qui envoie des pièces de monnaie avec un bazooka. Donc c'est un montage, et ça fait référence au bazooka monétaire. Donc c'est l'expression qui désigne les mesures non conventionnelles que Mario Draghi a initiées sous son mandat, telles que le quantitative easing, ou aussi connu sous le nom d'assouplissement quantitatif en français, et donc qui consiste à racheter massivement les dettes du secteur public et du secteur privé, dans le but d'injecter de la monnaie dans l'économie. Et on le constate bien là sur le graphe, une hausse conséquente du bilan au cours de ces 10 dernières années. Et voilà, ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'avec ces mesures conventionnelles et non conventionnelles, ça a eu un impact assez flagrant sur la courbe des taux euro. Donc voilà, fin 2007, début de la crise des subprimes, on a une courbe avec des taux élevés, mais surtout qui est plate, avec une tension sur les taux courts. 2009, on revient à une situation un peu plus normale, une pente croissante, mais quand même à des niveaux inférieurs à avant la crise. Et ensuite, finalement, à partir de 2010, c'est la dégringolade, l'affaissement, jusqu'à arriver à partir de 2018-2019 en territoire négatif, enfin complètement en territoire négatif, même à partir de 2020. Donc voilà, mais alors si on se place juste avant la crise sanitaire, on va dire à fin 2019, quel constat on pourrait faire de cette décennie de politique monétaire accommodante? Eh ben, c'est objectif pas vraiment atteint, puisque l'inflation a rarement atteint les 2% d'objectif. Économie, pareil, qui a vraiment du mal à se relancer, plutôt faible croissance du PIB.
Donc, en fait, si on essaie de se replacer dans le cycle qu'on a vu, le cycle économique qu'on a vu au début de la présentation, on peut dire qu'on est encore au niveau de la reprise et qu'on n'est jamais rentré dans cette phase d'expansion. Donc, finalement, on a une politique monétaire qui ne peut pas se permettre de se normaliser, c'est-à-dire arrêter sa politique accommodante. Donc voilà, maintenant qu'on a compris un peu les mécanismes du marché des taux et comment on est arrivé à des taux si bas, on va se replacer dans le présent en 2020, en pleine crise sanitaire, et on va voir à partir de là comment ça pourrait évoluer pour 2021. Donc la zone euro actuellement, c'est des forces structurelles fondamentales qui vont s'appliquer à notre économie, par exemple démographie vieillissante, excès d'épargne, productivité faible qui amène à une croissance faible, mais aussi des conséquences conjoncturelles du Covid, telles que des confinements partout, donc économie figée, explosion des déficits budgétaires, prévision d'inflation abaissée. Et donc voilà, donc déjà qu'on l'a vu juste avant, c'était pas prêt de revenir à une normalisation de politique monétaire. Là, on peut dire que ça paraît complètement impossible. Donc ça signifie une politique monétaire accommodante prolongée au moins jusqu'à fin 2021, c'est-à-dire donc des taux directeurs très bas, voire abaissés, avec des liquidités abondantes, donc notamment par les opérations de TLTRO, MTRO. Et aussi, il faut noter que mi-2021, on aura une revue stratégique de la BCE qui pourrait très bien apporter de nouvelles innovations à ces mesures non conventionnelles, un peu comme la Fed l'a fait début septembre en modifiant son objectif d'inflation, en le rendant un peu plus flexible. Voilà. Et donc maintenant, une petite illustration des effets qu'ont eu les actions de la BCE cette année, quand il y a eu le premier choc, enfin le choc sur les taux en mars, à partir de mars et avril, en raison des confinements. On voit que donc, les taux courts interbancaires, c'est-à-dire les Euribor, ont quand même se sont beaucoup écartés, mais on voit que par les actions de la BCE, on est revenu à des niveaux pré-crise, voire même plus bas, avec une convergence de tous ces Euribor. Et j'ai pris un autre exemple avec les taux souverains, donc les 10 ans italiens et français. Même chose, gros écartement au moment de détention mars-avril, mais après, avec les actions massives des banques centrales, enfin de la BCE, on est retourné à des niveaux d'avant-crise. Donc c'est là qu'il y a quand même une forte différence avec 2011-2012, la crise de la dette souveraine, où pour le coup, là, les taux avaient complètement explosé sur la Grèce, par exemple. Et voilà, on voit que la BCE, là, ne veut pas revivre cette situation. Voilà. En plus de ça, on va avoir une politique, en plus de cette politique monétaire accommodante, on va avoir des politiques budgétaires qui changent d'orientation. Donc avec des gouvernements et des institutions européennes qui vont passer d'une politique budgétaire qu'on appelle restrictive à des politiques monétaires dites expansionnistes, c'est-à-dire qui vont permettre un surendettement, une augmentation des dépenses publiques, tout ça dans le but de relancer l'activité et bien sûr en mettant de côté les restrictions du traité de Maastricht qui sont maintenant quelque peu obsolètes sur les limites de déficit fiscal et les ratios de dette sur PIB à respecter. Donc voilà, oui, effectivement, la dette bondit partout, mais avec une politique monétaire en cohésion avec la politique budgétaire, les États peuvent supporter le coût de la dette. Donc voilà, finalement, ce qu'on voit, c'est que même face à une crise qui a des conséquences et une évolution imprévisible, les taux parviennent à résister. Mais bien sûr, on va quand même garder un œil sur d'autres points d'attention en 2021. Je pense notamment les tensions géopolitiques qui, on a vu en 2020, on a connu un regain de tension à ce niveau-là. Bon, la guerre commerciale, maintenant que Biden est passé, on peut supposer que voilà, il va y avoir une normalisation des relations internationales US, donc peut-être ce sujet va s'atténuer. Le Brexit, toujours autant d'incertitudes, pas d'accord pour l'instant avec les négociations.
Sur les marchés, ça fait un CMS GBP 10 ans extrêmement volatile qui pour l'instant évolue sans tendance, en dents de scie. Après, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Les limites de la BCE éventuellement, mais bon, ça c'était déjà la grande question fin 2019. Et bon, on voit qu'en 2020, on a pu en faire beaucoup, beaucoup plus. Donc là encore, on ne sait pas. Et bon, finalement, je vais m'arrêter là parce que voilà, des facteurs d'incertitude, on pourrait vraiment en citer beaucoup et on serait quand même jamais exhaustif. Pas parce qu'on vit une situation critique ou quoi que ce soit, mais plutôt parce que les incertitudes font partie intégrante des marchés financiers depuis toujours et encore pour longtemps. Et aussi parce que, voilà, à moins d'un cataclysme majeur à venir qu'on n'aurait pas encore prédit, ça reste la crise du coronavirus qui va être le principal catalyseur des marchés, et notamment des marchés des taux, en 2021. Donc, en synthèse, on aura des taux encore bas l'année prochaine, qui seront là pour soutenir le surendettement mondial, généré par des plans de relance budgétaires massifs. Et une remontée des taux ne sera pas envisageable tant que l'inflation paraîtra très lointaine. C'est-à-dire, on ne peut pas s'attendre tout de suite à une remontée des taux. Voilà. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. J'espère que je vous aurai apporté quelques éclaircissements. Et n'hésitez pas à la fin de ce webinaire, si vous avez des questions, voilà, je tâcherai d'y répondre au mieux. Alexis, je te rends la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Baptiste. Alors, je vais t'inviter peut-être à couper ton micro, il y a un peu d'écho. Donc, on a bien compris, Baptiste, merci. Donc, des taux qui devraient rester très bas en 2021 et pour autant avec quelques facteurs de risque qui pourraient faire émerger quelques croissances peut-être un peu violentes ou soudaines. Alors, que faire de toutes ces hypothèses, de tous ces taux pour nos budgets 2021? Alors, en amont, d'apporter une réponse, un petit rappel, préparer son budget, c'est d'abord un acte comptable qui vise à ouvrir des crédits, disposer des dotations nécessaires et en respectant le principe de prudence inhérent à la comptabilité publique. Mais permettez à l'élu que je suis de rappeler aussi que préparer son budget, c'est d'abord peut-être un acte politique qui vient traduire une ambition pour un mandat et également, plus concrètement aussi, afficher une dette maîtrisée et éviter toute décision modificative pendant l'année, ce qui ferait un peu désordre et qui pourrait laisser penser que la dette est mal maîtrisée. Et puis, certains directeurs financiers utilisent cette astuce, le chapitre 66, pour se constituer une petite réserve pour faire face à des incertitudes plus larges sur le budget. C'est une technique utilisée. Alors, préparer son budget, c'est concilier ces deux objectifs, un acte comptable, mais aussi un acte politique. Alors, préparer son budget, c'est aussi une méthode. 1. Identifier le type de contrat. Pour les emprunts à taux fixe, c'est facile, c'est connu. Toute la question réside dans les taux indexés. Mais là aussi, il est important de dissocier, de bien différencier les emprunts que vous avez en les classant par indice, en regardant si vous avez des floors, des taux planchers sur vos contrats, et également ce qu'on appelle le fixing, c'est-à-dire la lecture de l'indice. Quand est-ce que l'on vient lire le taux sur le marché pour payer, pour connaître le montant à payer? Bien évidemment, même si la plupart des produits ont été désensibilisés ces dernières années, certains produits structurés restent. Il est important de reprendre les contrats pour bien apprécier les formules et bien pouvoir appréhender les références, que ce soit des Libor-dollars, du franc suisse. Nous y reviendrons. La finalité sera de pouvoir mesurer l'élasticité potentielle de vos frais financiers, d'estimer un point haut, un point bas, et en fonction de vos objectifs, de vos contraintes budgétaires, arrêter un chiffre, un montant de crédit que vous pourrez inscrire au budget. Alors, quelle hypothèse retenir pour 2021? Quelle famille d'hypothèses? Souvent, trop souvent, sont utilisés les taux forward. Les taux forward, je vous rappelle, c'est un simple calcul mathématique fait à un instant T sur la base de la courbe des taux qui reflète une situation de marché à un instant donné, mais qui n'ont en rien une valeur prédictive, ou en tout cas qui ne donnerait pas une marge de manœuvre suffisante à la prévision budgétaire. Preuve avec aujourd'hui, ils sont tous négatifs pour 2021. Donc chez Orfeor, nous refusons d'appliquer cette méthode pour la préparation budgétaire, méthode qui est trop aléatoire, trop incertaine et qui n'a pas de fondement pour estimer des frais financiers pour un exercice.
Des taux économiques, si j'écoute Baptiste, je peux être très optimiste, peut-être et certainement trop optimiste, et avoir une estimation trop minorée, un contexte de taux qui resterait très bas, voire éventuellement négatif. Donc là aussi, c'est une méthode trop réaliste pour un budget. Alors nous appliquerons une méthode dite de taux budgétaire, comme son nom l'indique, qui va concilier des prévisions économiques, mais qui va corriger ces prévisions par des critères de prudence, par des critères pour être en lien avec ses objectifs budgétaires, et qui permettra d'avoir une prévision qui va concilier ses objectifs comptables, budgétaires et politiques. Alors, quelle hypothèse, mais surtout quel taux? Alors, vous retrouvez l'ensemble des hypothèses et l'ensemble des taux que nous vous proposons dans ce Zoom Actu sur la préparation budgétaire que nous vous adresserons. Mais je m'arrête là ce matin simplement sur les principaux taux que l'on rencontre dans vos encours de dette. Léonia, remplacé progressivement par l'Ester, les Euribor 3, 6, 12, avec un taux minimum que nous vous proposons à 0%, alors qui est déjà largement majoré par rapport au niveau actuel, qui sont autour de moins 0,50, donc qui intègre déjà une certaine prise en compte du risque et éventuellement aussi des floors qui peuvent exister dans certains de vos contrats, les taux maximum entre 0,05% et 0,25%, sachant que la plupart des Euribor 12 préfixés sont déjà connus. Le livret A, aujourd'hui à 0,50, la valeur devrait se maintenir, mais là aussi, une petite augmentation pour anticiper une éventuelle tension sur l'inflation. Alors, deux scénarios sont envisageables pour chacun de vos emprunts. Soit vous pouvez appliquer un taux moyen pour l'année, soit vous pouvez accompagner les échéances après échéance vos emprunts, vos tableaux d'amortissement, en appliquant des taux croissants tout au long de l'année. Bien évidemment, toute l'équipe d'Orphéor est à vos côtés, est à votre disposition pour vous accompagner, pour préciser toutes ces hypothèses budgétaires et travailler emprunt par emprunt cet exercice de préparation. Un petit zoom sur les formules structurées et sur les principales stratégies qui concernent aujourd'hui les collectivités locales. Si le panorama est bon sur les barrières Euribor et Libor dollar, les barrières étant très éloignées, il n'en est pas de même sur les produits de pente, les écarts de CMS, GBP, euro et bien évidemment les barrières euro-CHF. Baptiste le montrait tout à l'heure, la courbe des taux est très plate, donc certaines barrières sont déjà franchies sur les produits de pente, d'autres sont en risque, donc nous vous attirons votre attention sur ces stratégies. Que dire des écarts CMS, GBP, CMS, euro face à la telle incertitude du Brexit? Là aussi, la plus grande prudence s'impose. Enfin, les produits qu'on a pu appeler les produits toxiques, indexés sur l'euro-franc suisse, toujours largement inférieurs aux barrières, souvent situées entre 1,44 et 1,45. Le franc suisse reste à des niveaux très éloignés, avec une hypothèse optimiste à 1,12 et la plus pessimiste à 1, qui conduit dans tous les cas à des taux largement supérieurs à 10%. 2021 pourrait être aussi impacté par les nouveaux financements que vous pourrez souscrire en cours d'exercice et dont il faut prévoir dès aujourd'hui l'impact éventuel sur votre budget. Bien évidemment, plus l'emprunt sera fait tardivement, moins l'impact sera fort, éventuellement une échéance d'amortissement, voire d'intérêt pour des échéances infra-annuelles, un impact sur les ICNE dans tous les cas. Les hypothèses sont très larges. Pourquoi? Parce que le risque crédit est propre à chaque collectivité, avec des écarts de plus en plus importants selon les territoires et selon la situation de la collectivité. Une forte évolution aussi des références long terme qui connaissent une forte volatilité, et puis des tensions éventuelles à ne pas écarter sur le coût du funding, c'est-à-dire sur le coût de la ressource, tension qui avait été très forte au mois de mars lors du premier confinement. Là aussi, ces hypothèses peuvent être affinées pour chacun d'entre vous en fonction de votre propre situation et de votre zone géographique. Voilà le petit pense-bête, le petit récapitulatif de tous les comptes qui sont concernés par la préparation budgétaire, fonction bien évidemment aussi de la nature de vos emprunts, les emprunts classiques en 1641 ou 1643 en devise, les revolving, j'évoquais tout à l'heure les intérêts et les ICNE. J'attire votre attention sur les derniers comptes 668 et 768 pour les collectivités qui auraient des swaps, avec parfois des taux reçus ou des flux reçus ou des flux payés qui s'inversent avec les taux négatifs, qui là n'ont pas de floor, et donc la plus grande vigilance sur ces comptes pour préparer vos budgets.
Alors, au-delà de cette préparation budgétaire, un petit zoom sur les conditions de financement aujourd'hui du secteur public local. Vous savez que chez Orfeur, on scrute l'ensemble de l'offre bancaire tout au long de l'année et nous avons l'obsession de la liquidité qui est le premier risque auquel les collectivités locales font face avant le taux, c'est de trouver le financement, trouver la liquidité pour couvrir le besoin de financement et nous regardons de très près le taux de couverture. Ce taux de couverture, c'est le rapport entre la somme des offres reçues lors d'une consultation et le montant demandé. Sur l'analyse que l'on a pu faire depuis la rentrée de septembre, nous avons un taux de couverture à 450%, un taux de couverture moyen, ce qui signifie que quand je recherche 1 million d'euros, eh bien, j'ai des offres à hauteur de 4,5 millions d'euros, ce qui traduit plutôt une bonne liquidité et la possibilité d'avoir des bonnes mises en concurrence et des bonnes négociations. Bien évidemment, là aussi, on constate de fortes disparités à travers le territoire, avec un minimum à 216%. Ça veut dire que la collectivité a reçu 3 offres, mais pour des montants partiels, quand d'autres collectivités, souvent des grosses collectivités qui ont accès à des banques plus importantes, peuvent avoir des taux jusqu'à 700%, c'est-à-dire 7 offres pour la consultation bancaire. Ces disparités, je le disais, s'expliquent par les montants demandés. Les gros volumes parfois restreignent aussi le taux de couverture, la situation financière de la collectivité, mais aussi la zone géographique, je l'évoque. Alors, qui prête? Qui est prêt à prêter, à offrir de la liquidité aujourd'hui? Eh bien, on retrouve les établissements traditionnels du marché du secteur public local avec 5 banques qui se partagent 80% de l'offre, de manière relativement homogène, même si on voit que les traditionnels leaders du marché, la Banque Postale et la Caisse d'Épargne, sont en tête, suivis de la Société Générale, le Crédit Agricole et Arkéa. 20% du marché partagé par des banques plus atypiques. À noter l'Agence France Locale, qui est très présente, mais uniquement sur ses collectivités adhérentes, ce qui explique aussi sa part plus faible, même si la croissance du nombre d'adhérents est notable depuis la création de l'Agence France Locale. Alors, qui fait des offres, mais qui est retenu? Eh bien, on retrouve un panel à peu près identique, avec les 5 banques leaders qui emportent la grande majorité des consultations, avec une petite avance pour la Banque Postale à 28%. Alors, à noter 2 banques, la Banque des Territoires, la Caisse des Dépôts, qui est à 1% et qui est souvent pénalisée par son offre livret A, faiblement concurrentielle si on est dans le cadre de financement classique, la Banque des Territoires étant plutôt spécialisée sur du financement de projets à très long terme, et qui a aussi été pénalisée par l'épuisement de son enveloppe BEI, qui est aujourd'hui pris en cours de réouverture. L'Agence France Locale, qui n'apparaît pas non plus dans ce tableau, qui est pourtant souvent très performante, mais qui a été victime dans nos dernières consultations, parfois d'une forte concurrence de la part des autres établissements, et parfois aussi de ses succès passés. Dans une logique de division du risque, cette banque n'est pas toujours retenue pour laisser place pour les prochaines consultations à l'offre de l'Agence France Locale et à ce canal de liquidité. Au-delà des banques, quels taux sont retenus aujourd'hui par les collectivités locales? Sans surprise, le taux fixe fait presque l'unanimité. 85% des collectivités locales ont retenu du taux fixe. Seules des stratégies de panachage taux fixe taux indexé, souvent retenues par les plus grosses collectivités, peuvent parfois laisser place à de l'Euribor. Quand on a des cotations aussi performantes que celles que l'on rencontre aujourd'hui, il est difficile de s'en priver, totalement en cohérence avec les objectifs de prospective financière, et le taux est si bas que le surcoût budgétaire à court terme s'en trouve limité. Alors les cotations, justement, quels sont les meilleurs taux fixes que l'on a pu voir sur ces dernières semaines? Sur 15 ans, 0,44%, sur 20 ans, 0,48% et 0,57 sur 25 ans. Vous voyez que la platitude de la courbe des taux permet d'avoir un faible écart entre toutes ces cotations, ce qui va d'ailleurs conduire certaines collectivités à augmenter la durée de leurs emprunts pour profiter pleinement de cette baisse des taux. Au-delà donc de ce constat sur le marché, quelle stratégie ou quelle démarche peut-on mettre en œuvre aujourd'hui pour sa recherche de financement 2020, voire début 2021? Tout d'abord, nous souhaitons attirer votre attention sur la qualification de votre besoin de financement et bien évidemment d'assurer la solvabilité des collectivités. Vous savez que c'est le critère premier que regardent les banques pour pouvoir vous prêter, souvent traduit par la capacité de désendettement. Et beaucoup de collectivités aujourd'hui dans le contexte actuel ont des fragilités compte tenu de la crise que nous traversons et d'incertitudes sur nombre de recettes.
Donc d'être vigilant sur l'arbitrage financement et emprunt, et également de veiller à préserver son fonds de roulement. Pourquoi ne pas peut-être emprunter un peu plus cette année, préserver son fonds de roulement, bénéficier de conditions financières très favorables et de ne pas épuiser tout son fonds de roulement. Une façon aussi de soutenir éventuellement ses niveaux d'épargne par une affectation du résultat adaptée à la situation. Au-delà de ces aspects plus stratégiques, financiers et budgétaires, bien évidemment, il est important d'élargir son panel, d'aller chercher des nouvelles sources de financement, bancaires, semi-bancaires ou semi-obligataires, pour pouvoir élargir pleinement ses mises en concurrence et rédiger son cahier des charges. Vous savez que chez Orfeo, nous estimons que c'est la clé d'une consultation réussie. Alors à deux niveaux. Le premier niveau, c'est de bien identifier les différentes maturités de ces financements et de scinder éventuellement son financement entre du court, du moyen, du long, voire du très long terme. L'habitude est souvent d'avoir un emprunt d'équilibre, mais cet emprunt d'équilibre peut être décomposé avec différents financements. Du court terme, par exemple, pour couvrir le remboursement de la TVA, du moyen terme, par exemple, pour du portage foncier, et réserver le long, voire le très long terme, uniquement pour le financement en tant que tel de l'investissement. Cette démarche porte ses fruits car elle permet de diversifier ces financements et de retenir chaque banque en positionnant chacune des banques dans leur zone de confort et donc d'optimisation des conditions financières. Au-delà de cette stratégie de relation avec les banques, il est important de bien définir ses clauses contractuelles, de bien identifier son besoin, tant pour la mobilisation des fonds que du profil d'amortissement que du remboursement de l'emprunt. Vous savez que chez Orfeo, nous sommes attentifs à ce que la collectivité dispose des leviers nécessaires pour la gestion de sa dette, que ce soit la collectivité qui soit maître de son encours de dette et qu'elle puisse l'ajuster tout au long de la vie de l'emprunt en fonction de l'évolution de ses contraintes et de ses objectifs budgétaires et financiers. Enfin, bien évidemment, faire jouer la concurrence et négocier avec les banques. Vous savez que c'est aussi notre métier, vous accompagner dans la négociation avec les banques et ainsi optimiser les conditions financières de vos emprunts. Voilà pour cet aperçu sur la préparation budgétaire et sur les conditions donc, de financement aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. Alors,